Ces gens-là, ils se prennent pour les héritiers de Sékou Touré et ils veulent nous réincarner ça dans le mode vestimentaire, ils veulent nous réincarner ça dans la pratique, ils veulent nous imposer les mêmes méthodes. À l'époque, c'est qu'on nous apprenait. Moi, je l'ai dit dans mes écrits, si vous vivez le temps actuel en Guinée, vous n'avez plus besoin de revivre l'histoire du PDGRDR. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on nous apprenait, c'est quoi? C'était les kidnappings, les arrestations arbitraires, les disparitions forcées, les corps qu'on exposait, les victimes qu'on exposait à leurs familles. Et aujourd'hui, il y a certains qui se sont arrangés de sorte que le centre du pouvoir est revenu à Farana ou bien à Kankan. Alors, c'est l'origine des personnes qui décident. C'est là-bas qu'il faut aller négocier les postes. C'est là-bas qu'il faut aller s'exposer. C'est là-bas qu'il faut amener l'argent public. Il faut qu'on ose se dire ces vérités-là. Il faudrait qu'on arrête cette hypocrisie. Si nous sommes un pays, nous le sommes. Nous ne pouvons pas être un pays et qu'un groupe d'individus s'approprie les biens de tout le monde et qu'ils décident d'en faire ce qu'ils veulent, surtout qu'ils ne sont pas élus. Lorsque les gens auront le courage et la responsabilité de se dire clairement ces choses, chacun de nous est venu de quelque part. Nous aimons tous d'où nous sommes venus. Mais il faut faire la différence. Votre bien personnel, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Mais quand ça appartient à tout le monde, il faut que ça revienne à tout le monde. Malheureusement, il y a peu de personnes qui peuvent se dire ça en face. On est toujours là. Défilé, l'aéroport, le président arrive, de l'aéroport jusqu'à son palais, tout le monde se met au bord de la route. C'est quelle histoire ça? On est en 2024. Lorsqu'un président a une visite, les populations ne doivent même pas sentir ça parce qu'il est venu pour travailler. Où il se déplace, chaque fois qu'il bouge, même si c'est de Conakry à 36, il faut bloquer toute la ville. En fait, ce sont des pratiques révolues, le culte de personnalité. Aujourd'hui, vous passez à Conakry et dans toutes les villes, sur tous les panneaux, même la Corée du Nord, c'est-à-dire nous battons tous les records de bassesse dans ce pays. Des photos partout, des images partout, dans tous les bureaux. Chaque fonctionnaire qui est nommé se sent obligé de prendre des photos sous l'effigie de Mamadi Doumbouya. En fait, je me demande comment les gens y réfléchissent. Même à votre papa qui vous a nourri, qui vous a tout fait, vous ne faites pas son culte. Ça ne se fait pas. Mais ils ont intérêt encore à dominer les mentalités, à écraser les populations. Et dès que tu diriges contre ça, il y a quelqu'un qui pense que tu le fais parce que tu es un problème ethnique ou parce que tu le fais parce que c'est un truc. Lorsque toi, personnellement, tu es à l'abri de beaucoup de besoins, la plupart de ceux pour lesquels tu es en train de te battre, c'est pour que chacun puisse avoir son espace de vie. La Guinée, aujourd'hui, nous ne sommes pas un pays en guerre, mais nous sommes l'un des plus grands pays pourvoyeurs de demandeurs d'asile dans le monde. Chaque jour, les Guinéens sortent par milliers de ce pays. Et depuis le premier régime, c'est ce qu'on fait. Alors, c'est quoi? Les forces vives de ce pays savent que s'exiler. Il faudrait que nous, on continue de cette façon-là. Je dis à ceux qui sont de la diaspora particulièrement, les efforts que vous faites pour vous installer dans un pays, vous n'avez besoin que d'un tiers de cet effort pour avoir votre propre place dans notre pays. Moi, je suis au regret de remarquer que les Guinéens sont fiers aujourd'hui de dire qu'ils ont acheté des lopins de terre au Sénégal, en Gambie, en Guinée-Bissau, en Sierra Leone. Mais à quel honneur? Il n'y a pas de fierté à ça. C'est comme si moi je rentrais aujourd'hui à l'Abbé, la ville qui m'a vu naître, et que je ne sois pas capable de rentrer dans la concession familiale. Je viens me réfugier chez les voisins. Chaque matin, je sors, je dis voici notre maison. Je ne peux pas arriver là-bas. Jamais. Il ne faut pas. Et si, quelle est la fierté que nous pouvons avoir si ce n'est pas de rentrer chez nous, nous établir chez nous? Au nom de quoi on va laisser quelques individus nous empêcher de vivre dans notre propre pays? La fierté de quelqu'un, c'est quand même de vivre chez soi, travailler chez soi et d'être fier que ses enfants vivent dans ton pays. Ce n'est pas arriver à aller s'installer chez quelqu'un indéfiniment et dire que la Guinée, ça ne m'intéresse pas. Ça peut ne pas t'intéresser pour un temps, mais plus on prend de l'âge, plus on se sent malheureux d'être éloigné de son pays. Je le sais puisque je rencontre tellement de gens qui ont pris de l'âge, mais à un moment donné, on meurt dans la détresse parce qu'on n'a plus envie de rentrer, mais on est très éloigné. Il n'y a rien qui puisse ressembler à la Guinée. Vous pouvez faire le tour du monde. Vous aurez toujours quelque chose de votre pays qui va vous manquer. Donc, moi, je crois que j'appelle vraiment tous les compatriotes qui sont de la diaspora. Il faut envisager les options de retour. C'est là-bas chez nous, c'est là-bas notre place. Il faut qu'on la retrouve, il faut que ça s'impose. Ce n'est pas une question de volonté de X ou Y. Il faut qu'on rentre chez nous, qu'on se batte et que chacun puisse occuper la place qu'il mérite d'occuper. Il s'appelle Aliouba, président du modèle. Avant de passer avec la question de Mbonnet, Monsieur Ba, on a toujours parlé des entourages et bien des chefs d'État et on accuse souvent que c'est l'entourage qui a toujours été à la cause du désastre que nous suivons dans la gestion des régimes. Qu'en pensez-vous? Moi, je crois que c'est une façon de déresponsabiliser les dirigeants.
sur ce qu'ils savent faire le plus. C'est de la manipulation. Chacun s'entoure des personnes qu'il souhaite. Les seules personnes dans votre vie qui se retrouvent autour de vous sans que vous n'ayez de choix, c'est vos parents. Pour le inay, ou asubata comme hautuda, qu'on asuboto mo weldata. C'est aussi clair que ça. Tu ne t'associes pas de force avec quelqu'un. Lorsque tu te rends compte que quelqu'un te donne des conseils et que ces conseils sont en train de t'amener vers la mauvaise direction, et tu as la responsabilité de le révoquer. Donc, je crois que c'est une excuse qu'on trouve parce qu'on a besoin de faire croire que le chef est bon. C'est l'entourage qui est mauvais. Ce n'est pas... Le chef s'entoure en fonction de ce qu'il est. S'il est une bonne personne, il s'entoure de bonnes personnes. S'il est une mauvaise personne, il s'entoure de mauvaises personnes. Moi, je l'ai dit en public au général Doumbouya et devant tout le monde. J'ai dit, faites attention aux langues mielleuses. Faites attention aux chanteurs de louanges. Ce ne sont pas vos amis. Lorsque vous lirez mon livre au chapitre 5, j'ai exposé certaines de nos conversations où je lui ai clairement dit, voici ce que vous devez éviter, voici ce que vous pouvez faire, voici ce que vous devez faire. Il m'a dit des engagements fermes à l'époque. Et nous étions quoi? Début 2022. Et voilà aujourd'hui qu'il incarne tout le contraire de ce qu'il avait dit. Exactement le contraire. Ça, c'est planifié. Ça, ce n'est pas ordinaire. Ce n'est pas une histoire de dire. Depuis le début, je vous dis, toute la trajectoire de la transition est bien décrite dans mon livre. Je vous encourage vivement à le lire parce que je sais qu'à l'avenir, dans le futur, les historiens de notre pays s'intéresseront pour retracer certaines choses parce que tout est référencé, tout est bien daté. Et je ne l'ai pas fait en tant qu'observateur ou analyste. Je l'ai écrit parce que je suis un acteur. J'ai vécu les choses. Je me dis que c'est important de les vivre, de les retracer. Parce que notre pays, regardez aujourd'hui, il y a tellement d'acteurs politiques qui ont traversé des choses très importantes à partager, mais qui n'ont jamais rien écrit. Ce n'est pas bon. Parce que si vous n'écrivez pas votre histoire, si vous ne participez pas à la rédaction des faits, d'autres le feront à votre place, mais à votre détriment. Dans ce pays, on nous a toujours menti. On a héroïsé certains, on a criminalisé d'autres. Regardez le processus de l'indépendance dans notre pays. Vous pensez que toute la vérité a été dite autour de ça, de 1958 après? Et le processus de l'indépendance de la Guinée n'a pas commencé en 1958. Il a commencé en 1946, après la Deuxième Guerre mondiale. Le premier élu de la Guinée, c'est Yassine Diallo. Qui parle de lui aujourd'hui? Qui le connaît, à part le nom? Personne. Et tous ses compagnons. Sékou Touré est arrivé en politique en quelle année? En 1952. Et il a été battu en 1954 par Yawadou pour le remplacement de Yassine. C'est en 1956 qu'il a eu son premier mandat d'élu pour représenter la Guinée au Parlement, au Palais Bourbon. Il y a tellement de choses à savoir. Moi, je suis en train d'écrire la parenthèse 46-56 parce que c'est là que les genèses de ce que nous vivons là, cela a commencé avant l'indépendance. Mais ils ont tout fait pour nous détourner de la réalité. Ils ont tout fait pour masquer les choses. Aujourd'hui, c'est leur version de l'histoire qui est racontée dans nos manuels scolaires. Moi, c'est qu'on m'a appris à l'école. Et ce que j'ai appris à travers mes recherches croisées, je me suis rendu compte qu'on m'a trompé. On m'a menti. Pourquoi on m'a menti? Pourquoi certains auraient intérêt à cacher la vérité? Il faudrait bien qu'on se pose les bonnes questions si on veut s'en sortir. C'est pourquoi moi, je ne reste pas sur les débats de surface, telle ethnie, telle a insulté, telle a... Il faut aller en profondeur, comprendre le mal, l'expliquer, sensibiliser les gens pour qu'ils comprennent. En ce moment, si on a une masse critique qui a compris, je vous garantis que les choses vont changer et dans le bon sens.